Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous de, je ne sais plus, j'ai oublié, non oui, de 5 films à voir cette semaine. Ah bah non, là il y en a 6. Bon bah écoute, rien ne va plus, j'ai fait un changement incroyable. Je pense quand même que je vais m'adapter aux films qu'il y aura la semaine. S'il y en a un peu plus, j'en mettrai un peu plus. Il y en a eu énormément cette semaine, donc j'ai déjà vachement serré la vis, tout ça. Mais je pense que je vais en mettre 6 au moins cette semaine. Après je verrai, ça sera 5 et voire plus. Et pour les feuilletons de Noël je verrai aussi. Je pense pas que je ferai 2 vidéos, ça fera un peu beaucoup. Je mettrai un peu plus quoi, de toute façon je verrai. En tout cas aujourd'hui il y a 6 films à voir pour la semaine qui vient. Je t'ai choisi 6 films. Évidemment, c'est par rapport à mes goûts, c'est moi qui vais te les conseiller. C'est des films soit que je connais par cœur et que je ne peux que te conseiller, soit c'est des films que je n'ai pas vus il y a longtemps, que je n'ai pas vus depuis longtemps et que je vais leur donner une seconde chance. Ou pas une seconde chance, mais voir si vraiment ils sont toujours aussi bien aujourd'hui. Et il y a aussi des films seconde chance que j'avais pas forcément aimé une époque, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi pour moi et pour toi aussi également. Donc on va commencer avec le mardi 2 septembre avec l'effet papillon à 20h55 sur RTL 9. Alors c'est un film de science-fiction parce que c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. On l'avait découvert avec un pote en location. Avec ce pote là on se louait des films à 11h minuit puis on les regardait jusqu'à 3h 4h du matin. Et des fois je me rappelle qu'à Courseulles-sur-Mer, quand le vidéoclub de DVD qui était automatique, c'est-à-dire tu pouvais y aller, payer par carte et retirer des DVD, remettre des DVD, tu vois. Et à un moment donné, il était en panne, donc on était obligé de remonter de Courseulles à Bayeux pour aller louer des films. Et c'est là que j'ai découvert les 2 premiers Harry Potter, parce qu'on a regardé les 2 premiers Harry Potter de peut-être 1h du matin jusqu'à 5h ou 6h du matin, tu vois. C'est un truc de fou quoi. C'était assez surréaliste ma découverte des 2 premiers Harry Potter. Et l'effet papillon fait partie de ces films qu'on a découvert très tard le soir. C'est un film, alors je mets en garde tout de suite. Moi je me rappelle, alors c'est il y a très longtemps, donc je me rappelle que c'était un super film avec cette histoire de voyage dans le temps où le protagoniste cherche à changer le passé parce qu'un drame est survenu et il cherche à changer le passé. Sauf que dans ce drame, il y a une scène que m'a marqué, m'a choqué, parce qu'il y a un animal qui est blessé dedans. Et moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à le mettre, l'effet papillon. Et je préfère le mettre en garde ouais, je me rappelle de scènes choquantes et perturbantes, surtout si t'aimes les animaux comme moi et les chiens, parce que là, ça concerne un chien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait perturbé. Donc je préfère, je préfère vraiment mettre en garde là-dessus. C'est un film de 2004 et je vais te lire le synopsis. Souffrant de troubles de la mémoire, Evan est incapable de se rappeler les moments cruciaux de son existence, en particulier les plus effrayants. C'est pourquoi il écrit tout ce qui lui arrive. C'est ainsi qu'il apprend, en relisant ses notes, qu'il a le pouvoir de se transporter dans le passé. Sans hésiter, il utilise ce don afin d'effacer tout ce qui nuit à ceux qu'il aime. Donc, moi, comme tu le sais, il y a vraiment 2 séries, 2 thèmes au niveau des films qui me fascinent. C'est le thème des possessions démoniaques. Et oui, ouais, peut-être que j'ai dû en parler en plus. J'ai dû vraiment le dire pourquoi. C'est un thème qui me passionnait. J'ai dû peut-être le dire dans ma FAQ des 2000 abonnés, je sais plus. Et le voyage dans le temps. Est-ce que je serais capable d'expliquer pourquoi? Je sais pas, mais c'est un thème qui me passionne aussi. Je pourrais l'expliquer. Ouais, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Là, je pense que c'est trop court, sinon ça va faire des vidéos de 2 heures. Mais ouais, je te promis, je te ferai une vidéo où il faut que j'y réfléchisse un petit peu quand même. Que je fasse vraiment tout un blabla là-dessus. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais un top 10 des films de possession, tu vois. Mais je pense que ça reste quand même beaucoup plus intéressant que j'explique pourquoi j'aime ces films-là. Ces 2 thèmes de films, ouais, ces 2 thèmes précis,
en citant évidemment des films et tout ça et compagnie. Donc bah, l'effet papillon, ça fait partie du thème du voyage dans le temps parce que on a quand même un drame qui s'est passé dans le passé. C'est très redondant quand même. Un drame qui est arrivé dans le passé et ce gars-là va tenter finalement de modifier. Mais à chaque fois qu'il va modifier, il y aura un effet, une réaction en chaîne, ça s'appelle l'effet papillon, on va dire. L'effet papillon, en fait, cette expression, c'est un papillon, je connais plus l'expression, j'aurais dû la noter. C'est qu'à un moment donné, bah, t'as un papillon qui vole à l'autre bout du monde et t'as une sorte de réaction en chaîne, ce qui fait qu'il se passe tel truc aujourd'hui. Et si le papillon vole dans l'autre sens, il se passe autre chose. En fait, à force de vouloir modifier le passé, et bah, il va foutre le bordel. Il va pas arriver en fait à vraiment corriger ce drame-là. En tentant de corriger ce drame-là, il va toujours se passer d'autres drames et compagnie. Enfin, ça va être compliqué. Il va y avoir un bal de chien. Je me rappelle même plus comment ça termine. Ça fait tellement longtemps, mais ça fait. C'est pas compliqué. Ce film est sorti en 2004 et bah c'est dans cette période que j'ai découvert. Donc ça fait 20 ans. Ça fait plus de 20 ans, enfin au moins 20 ans que je l'ai pas vu que bon à l'époque en 2004 les films commençaient à sortir peut-être un an après en vidéoclub. Ouais, parce que oui, c'est vrai que ça a vachement bien évolué. Avant, c'était une histoire de 3 ans avant que ça arrive en vidéoclub ou sur Canal+, et 4 ans avant que ça arrive en VHS. Ouais, c'était assez particulier. Faudrait que vraiment que je fasse aussi un sujet là-dessus, une vidéo sur comment était le cinéma avant et comment étaient proposés les films après coup, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec Internet et tout ça et le piratage, ils ont accéléré toujours un peu plus entre le cinéma et la sortie en physique, en DVD, tout ça, tu vois. Et je crois que Canal+ était prioritaire même. Canal+ devait être prioritaire avant la location et avant la vente, c'était sûr et certain. C'est-à-dire il fallait attendre peut-être 2 ans avant d'avoir le film sur Canal+, 3 ans pour avoir le film en VHS, en physique, que tu puisses l'acheter et le regarder toi-même. Et la location, ça devait être entre deux. Ou c'était peut-être pareil que Canal+. Bref, ça ferait vraiment que je me replonge dedans et que je te donne des vraies bonnes infos précises. Mais aujourd'hui, ça doit être 4 mois en tout cas. C'est 4 mois minimum entre la sortie ciné et directement la sortie physique. Mais c'est des trucs, ouais, c'est ça peut être un sujet intéressant à débattre, un de ces quatre. Donc voilà, c'est avec Ashton Kutcher qu'on a découvert, que moi j'avais découvert dans la série 70 Show. C'était assez rigolo, c'était assez particulier. Bon, c'était des petites séries comme ça des années 2000 qui payaient pas de mine. Bon, voilà, c'est. Ouais, sans plus quoi, ça m'avait pas plus palpité que ça. Et Amy Smart, c'est une actrice très très peu connue. Elle a fait vraiment que des films un peu obscurs et tout ça. Par contre, elle a fait un feuilleton de Noël. Je crois même elle n'a fait qu'un seul feuilleton de Noël. Et c'était un feuilleton que j'adorais, c'était les 12 coups de Noël de Cathy. Et c'était une histoire d'un jour sans fin. C'était un peu un jour sans fin. Elle revivait le même jour. Et, en fait, quand elle cherchait à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à sortir de cette boucle temporelle, j'aime bien aussi les films à trucs à boucle temporelle. Est-ce qu'on peut considérer que boucle temporelle et voyage dans le temps, ça va ensemble? Bah ouais, je pense que oui. On est dans un genre quasi identique. Parce que la boucle temporelle, finalement, tu revis, tu reviens toujours dans le passé et tu essaies de changer la chose, tu vois. Tu reviens dans le passé et tu essaies de changer les choses. Comme Retour vers le futur, à un moment donné, il va essayer de revenir dans le passé pour changer les choses. Même si c'est plus voyage dans le temps qu'une boucle temporelle qui tourne comme ça. Donc ouais, je pense que les 12 coups de Cathy de Noël ou je sais plus quoi, Un jour sans fin avec Bill Murray, un film très sympathique, les petites choses, je sais plus quoi, les jolies petites choses sur Prime, il y avait un film comme ça, qui est en boucle temporelle aussi. Ouais, je les mets aussi dans le thème voyage dans le temps. Donc voilà. Donc je vais continuer. Alors attends, parce que je me
d'une chose. Ouais, je me suis rendu compte d'une chose en choisissant mes films. Il y en a 4 qui sont pour la soirée du mardi en fait. Donc c'est-à-dire mardi soir, il va que tu choisisses entre les 4 ou t'enregistres les 4, mais je suis pas sûr que même moi, avec la fibre et tout ça, je sois capable d'enregistrer 4 films qui passent en même temps. À mon avis, ça va saturer à un moment donné, quoi. Donc bon, après il y a les replays et compagnie. L'effet papillon, c'est sur RTL9 et RTL9. La semaine prochaine, il risque de repasser en deuxième partie de soirée. Donc après, donc le mardi 2 septembre toujours, on a les 3 jours du Condor à 20h, à 21h05 sur France 5. Donc c'est un film de 1975, c'est un thriller, c'est assez angoissant, c'est assez perturbant parce que c'est un vieux thriller avec Robert Redford. Donc on est quand même dans une époque dans les années 70. Quoique le film est de 75, mais j'ai l'impression que l'époque est quand même plus ancienne que 75, mais peu importe. Et en fait, c'est toute une histoire où un gars se retrouve finalement... Ouais, je vais te lire le synopsis, ce sera peut-être plus simple. Donc c'est Joseph Turner est un agent de la CIA chargé de réunir un maximum d'informations dans les livres d'espionnage afin d'en glaner des idées et de trouver les fuites quant aux pratiques de l'agence de renseignement. Sa vie va changer lorsqu'il retrouvera tous ses collègues assassinés pendant la pause déjeuner. Turner, sous le pseudonyme de Condor, va dès lors se lancer dans une course contre la montre dans le but de mettre au jour un réseau d'espions infiltrés au cœur même de l'agence. C'est un film de Sidney Pollack qui a fait notamment Tootsie et Hot of Africa. Et ce film-là, je l'ai découvert peut-être l'année dernière en fait. J'ai dû le voir l'année dernière. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et waouh, ça a été comme une sacrée claque pour un vieux film comme ça. Bon, ça reste un bon réalisateur, hein, il a pas fait de la merde non plus. C'est un film qui est marqué, assez poignant. C'est un gars quand même qui passe tout près de la mort. D'assassins en fait, d'assassins qui travaillent pour eux. Donc là je vais couper. Je vais couper cette partie là parce que je pense que je suis en train de te spoiler. Donc je vais pas te spoiler, mais ce film est très intense. Il fait assez peur en soi. Et il est assez... Bah, je peux pas vraiment en dire en fait. C'est un thriller qui est assez intense, qui peut être stressant. Faut le dire, ça peut être stressant. Et il y a un côté qui met mal à l'aise. Voilà. Jusqu'à la fin, ça met mal à l'aise. Parce que tu sais que ça, ce qui se passe dans ce film-là, ça existe. Voilà, ça existe dans les gouvernements, les espions, les services d'espionnage, tu sais que ça existe. Et c'est quelque chose qui peut vraiment te mettre mal à l'aise. Parce que si tu te projettes et tu te dis, mais si ça se trouve un jour, je serai confronté à ça. Et tu te dis, putain, mais j'aurais pas d'échappatoire en fait. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas tiré d'une histoire vraie, ça en plus. S'il n'y a pas eu quelque chose comme ça. Bon, bah voilà, te voilà prévenu. Je sais pas si j'ai réussi à te faire envie pour ce film-là. Mais voilà, donc c'est avec Robert Redford. Tu connais Robert Redford, Faye Dunaway, une ancienne actrice qui a fait plein de films. Là, j'ai rien qui me vient en tête. Il y a Max von Sydow. Bah, Max von Sydow, bah, si t'aimes L'Exorciste par exemple, un film de possession d'ailleurs, et bah, c'est lui qui a le rôle, on va dire, principal. Hein. Il a joué dans Conan le Barbare. Il a joué. Ouais, dans Conan le Barbare, il joue le roi. C'est le roi des abusés qui demande à Conan s'il veut pas aller chercher sa fille. Il lui donne tout l'or du monde, enfin, plutôt des joyaux et tout ça. Il a joué avec Robin Williams dans Au-delà de nos rêves aussi. Il joue le mentor. Ouais, le mentor de Robin Williams. Et il joue. Quand tu verras sa tête, tu dis oh, je l'ai vu dans tellement de films. Même si je me demande s'il est encore en vie. Je pense pas qu'il soit encore en vie. Hein. Il a dû décéder peut-être dans les années 2000. Je ne sais pas. Parce que ça va faire longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps. Dans Minority Report aussi, il est dedans. Dans plein de films. Donc voilà. Après, on va passer au mardi, toujours 2 septembre. On a Avant toi. Donc là, c'est pareil. C'est grosse mise en garde. C'est une romance dramatique. Et oui, une romance dramatique. Donc, sans vraiment te spoiler ce film-là, je pense que c'est un film qui peut te perturber. Je vais te lire le synopsis.
Mais tout de suite, je te mets en garde. Si je mets en garde les gens qui sont peut-être un peu fragiles, qui ont besoin de voir vraiment des trucs vraiment légers, sympas. Je pense que là, pour l'instant, l'effet papillon, c'est pas pour eux. Les 3 jours du Condor, c'est pas pour eux. Et avant toi, même si ça paraît être une romance, une comédie romantique, c'est pas du tout ça en fait. C'est quand même très dramatique et j'ai pas envie de te spoiler. Pourquoi pour toi, c'est à 21h10 sur Sister. Je l'avais peut-être pas précisé. Donc c'est un film de 2016, romance drame, mais c'est plus un drame quand même. Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé suite à un accident survenu 2 ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même. Lou accepte de travailler comme aide-soignante auprès de Will et elle est bien décidée à lui redonner goût à la vie. Et peu à peu, les 2 jeunes gens s'éprennent passionnément l'un de l'autre. Donc, ça paraît bien comme ça. Ça paraît. Et c'est un film qui est très intéressant à voir. Je pense que si tu es préparé psychologiquement à t'attendre que tu vas peut-être être triste dans ce film-là, tu peux le regarder. Voilà. C'est un film qui peut. Voilà, c'est un film qui peut bouleverser, tu vois. Donc c'est avec Sam Claflin. Sam Claflin, c'est plein de petits rôles. On l'a vu dans Hunger Games, on l'a vu dans Enola Holmes. Et j'ai pas de gros films. J'ai pas de premier rôle en tout cas. Il a pas dû faire de premier rôle ou il n'y a rien qui vient en tête. Bah ça on peut dire que c'est son premier rôle. Voilà, c'est peut-être le seul qui me vient en tête, son premier rôle dans un film, c'est dans celui-là. Mais il a un visage quand même assez connu. Voilà, il a un visage qui, je pense, peut-être que tu l'as vu, peut-être pas. On a Emilia Clarke qui est la dresseuse de dragons dans Game of Thrones. On l'a vu dans Terminator Genesis. On l'a vu dans plein de films. Elle a fait quand même pas mal de petits films, de petits. Ah bon, on l'a vu dans le film de Noël. Comment il s'appelle ce film de Noël où elle déprime et tout ça. Et elle rencontre un gars et tout ça. Elle a été greffée du cœur et tout. Merde, est-ce que j'ai noté un truc comme ça moi? Non, j'en ai noté. Ah, c'était quoi ce film-là? Il était bien ça, ce film-là. Ouais, donc elle a joué dans un film de Noël qui m'avait marqué aussi. Et c'était pas dans le genre comédie de Noël ou romance de Noël. C'était un peu dramatique quand même. Un peu particulier. Mais c'était un très très bon film. Et Charlie Dance. Alors Charlie Dance c'est pareil, on l'a vu dans plein de... Il a fait plein de rôles de méchants. Je crois que c'est lui qui fait le méchant dans Last Action Hero avec Schwarzenegger. Charlie Dance, là c'est pareil, il a joué dans plein de trucs, mais c'est difficile de le... Il a pas fait de premier rôle. Voilà, c'est vraiment, il a joué beaucoup de rôles de méchants. Là il joue, je crois, le père de Sam Claflin justement. Et puis voilà. Après on passe toujours au mardi 2 septembre et là par contre, c'est un film grand spectacle. Un film que j'ai été voir au cinéma. Un film vraiment très grand spectacle avec de la romance sur fond de guerre, une guerre qui a existé. C'est un film assez long. Il y a l'amitié dedans, il y a un triangle amoureux aussi. C'est un très beau film. Certains vont dire ouais c'est naze, c'est gnangnan, c'est américanisé, à fond les ballons, gna gna gna, enfin bref ils vont trouver tout un tas de mots. Par contre eux ils vont te vendre des films ultra chiants, français, qui vont te faire déprimer comme pas possible. Je peux t'assurer que ce film là, moi je te le conseille parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Je crois pas que je l'ai. Je crois pas que je l'ai en Blu-ray. Je l'avais en DVD, ça c'est sûr et certain. Parce que j'avais adoré. Après, j'ai pas tout racheté non plus. En 4K, j'achèterai peut-être. Donc c'est Pearl Harbor à 21h25 sur W9. Alors W9, avec 21h25, ouais, c'est vrai que maintenant que Hanouna est passé sur W9, ils vont concurrencer TMC,
qui TMC eux lançaient des films à 21h30 et bah attends-toi que W9 qui vont être dans une concurrence avec TMC vont balancer le film peut-être à 21h30, peut-être 21h35 avec les publicités, tu vois. Donc pour un film de 3 heures à minuit, midi encore. Oui, à minuit, midi encore. C'est ça le truc. Donc bah c'est une guerre romance. Moi j'ai mis guerre romance. Un film de 2001. La vache, ça me rajeunit pas. Putain, c'est pareil, ça c'est un film, je le voyais un peu plus tard, tu vois. À 2001, j'ai dû aller le voir avec... ouais, bah, avec le même pote. Quoique non. Je suis pas sûr que ce soit avec lui. Si, c'était peut-être lui. 2020, ouais, j'ai dû aller le voir avec le même pote avec qui on allait louer les DVD et tout ça. C'était un entre-deux. C'était tous soit mes anciens potes. Donc c'est un film de Michael Bay quand même. Hein. Michael Bay, il a fait Armageddon, Transformers, Rock, Bad Boy, plein de films à succès. Et je vais te lire comme le synopsis, et j'y arrive, le synopsis. Alors, amis depuis la plus tendre enfance, Ralph McCauley et Danny Walker sont deux brillants pilotes de l'armée de l'air américaine. La Seconde Guerre mondiale a commencé, mais les États-Unis n'ont pas encore engagé les hostilités. Ralph succombe bientôt au charme d'Evelyn Johnson, une jeune infirmière. C'est le coup de foudre, mais ce dernier part combattre aux côtés des Britanniques. Evelyn et Danny sont quant à eux transférés sur la base américaine de Pearl Harbor. Donc c'est avec Ben Affleck que tu connais, enfin je me demande pas des films à Armageddon déjà. Il y a Armageddon, il y a un Vent de folie, que j'aimais bien un Vent de folie avec lui. Il y a Will Hunting aussi avec son pote et Robin Williams. Enfin, je cite Will Hunting, mais dans Will Hunting tu le vois à peine, enfin, tu le vois un petit peu, je sais plus de quoi je parlais. Ouais, voilà, Ben Affleck, hein, tu connais. Tout le monde connaît Josh Hartnett, tu connais peut-être un peu moins. Il faudrait que je me souvienne des titres à chaque fois, c'est fou. Josh Hartnett, bah y a le film qui est une sorte d'invasion des profanateurs modernes des années 2000. Ouais, ça doit être début des années 2000. Dans le lycée, là. Ah putain, ça va pas me revenir, ça. Ce film-là était intéressant, c'était assez rock'n'roll. Ah, c'est peut-être pas les années 2000. Parce que c'était avec l'acteur qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Et ce film-là, c'était avant Le Seigneur des Anneaux. Et Seigneur des Anneaux, c'était fin 90, fin des années 90. Donc ce film-là qui est The Faculty, ça... oh putain, je me rappelle. Ah, merci ma petite mémoire de marcher de temps en temps. C'est The Faculty. Et The Faculty, ça doit être années 96-97, juste avant la communauté de l'anneau, en fait. Parce que la communauté de l'anneau, ça doit être vraiment fin... je vais pas dire 97, j'ai pas les dates, hein, mais j'ai mon coffret du Seigneur des Anneaux qui est là. Je pourrais regarder, mais... non, c'est le bordel, j'ai pas de... Donc voilà, Kate Beckinsale aussi, Jennifer Garner, voilà. Et Michael Bay, voilà. Bon allez, je passe parce que là je traîne. Bon, maintenant on sort du mardi pour aller au jeudi. Au jeudi 4 septembre avec Crazy Stupid Love à 21h05 sur Chérie 25. Alors ça, je l'ai d'ailleurs en Blu-ray. Ça c'est un film. Je disais donc, si vraiment tu te sens pas bien, t'as envie de regarder des belles choses, Pearl Harbor, c'est pas mal Pearl Harbor. Évidemment c'est sur fond de guerre, ça s'est passé, mais je trouve que ce triangle amoureux, il peut faire vraiment du bien. C'est un film qui donne envie, qui est passionné, quoi. Et Crazy Stupid Love, c'est un peu triste quand même, et à la fois, il y a un côté cynique, et à la fois, il y a quand même l'amour qui est là, tu vois. Crazy Stupid Love, je suis en train de réfléchir. Ouais, ça, je peux te le conseiller, voilà, vraiment, si t'as envie vraiment de pas te prendre la tête, Pearl Harbor, les Crazy Stupid Love, ça peut le faire. Les 4 autres films que je t'ai proposé, le dernier, qui est pour dimanche, c'est vrai que, bon, voilà, Crazy Stupid Love est un film de 2011. C'est une romance drame, alors eux ils mettent drame, et c'est eux qui ont mis drame ou c'est moi? Non, c'est eux. Romance drame, c'est une comédie. C'est une comédie romantique, voilà. Il y a un petit côté dramatique,
Mais ça reste une comédie romantique très légère, pas prise de tête. Je réfléchis, mais bon, ça va pas te perturber, je pense pas. À tout juste 40 ans, Cal Weaver mène une vie de rêve. Bonne situation, belle maison, enfant formidable et mariage parfait avec sa petite amie. Cependant, lorsqu'il apprend que sa femme, Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie parfaite s'écroule. Pour l'aider à oublier sa femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Carl les nombreuses perspectives qui s'offrent à lui. Donc c'est un gars qui a la quarantaine, tu vois. Je pense qu'il a la quarantaine dans le film. Et sa femme lui demande le divorce. Et là, bah, il commence à déprimer. Tu vois, il est déprimé, c'est une loque et tout ça. Et il rencontre, je crois, dans un bar. Ouais, je trouve ça doit être dans un bar. Il rencontre un séducteur qui est joué par Ryan Gosling. Alors, le quarantenaire est joué par Steve Carell, un acteur qui est plutôt connu aux États-Unis qu'en France. Et Ryan Gosling, bah, je pense que tu connais, c'est La La Land, tout ça. Donc, alors Ryan Gosling qui joue un séducteur qui drague toutes les femmes chaque soir et tout ça, super bien zappé, tout ça, cool, relax et tout ce que tu veux. Et en fait, il va avoir pitié de ce gars-là, de ce quarantenaire. Ouais, je crois que c'est ça, il va avoir pitié de ce quarantenaire, il va lui apprendre à draguer en fait. Il va le zapper, machin, l'apprendre à draguer, pour qu'il... Voilà, pour lui... Je sais pas pourquoi il fait ça, je me rappelle plus, c'est vrai que je l'ai là, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Il y a aussi dedans Emma Stone qui joue dedans, Julianne Moore qui joue la femme de Steve Carell qui veut divorcer, Marissa Tomei joue une des femmes que Steve Carell va rencontrer, et Kevin Bacon, c'est le gars avec qui sa femme qui veut divorcer fréquente à côté. Donc voilà, ça reste quand même une bonne pléiade d'acteurs. Et bon bah c'est un... Je peux pas en dire plus sinon je spoilerai. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Bon, on va finir avec le dimanche, la semaine prochaine, dimanche 7 septembre, avec Whiplash à 20h50 sur T18, sur la T18, la nouvelle chaîne de la TNT apparemment. C'est un film de 2014 que j'ai découvert, je sais plus où d'ailleurs. J'ai dû le découvrir à la télé, puis après je me suis payé en steelbook. Je l'ai importé d'Angleterre. Il y avait un site comme ça qui existe toujours, je pense, qui proposait des steelbooks. Et à l'époque où je l'avais acheté, l'Angleterre faisait partie de l'Union Européenne. Donc tu payais pas de douane, tout ça. Aujourd'hui, bah, tu tapes forcément des noix et tout ça. Donc regarde le beau steelbook de Whiplash. Original, toi. Très très beau. Évidemment, tu as des traces de doigts, de main, parce que bon, il est à moitié brillant. Est-ce que c'est des traces de doigts ça? Ah ouais. Il y a des traces de doigts, dis donc. Faut que j'y mette un petit coup avant de le remettre. Voilà, et de l'autre côté, bah c'est ça. Donc Whiplash, c'est un film dramatique de 2014. Je vais te lire le synopsis. Il n'y a que la musique dans la vie d'Andrew. Le jeune homme de 19 ans n'hésite pas à sacrifier ses relations amoureuses, amicales et familiales pour devenir un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. L'entraînement est constant, la concurrence est rude, et une façon d'arriver au sommet est d'entrer au conservatoire de Manhattan. Un réputé chef d'orchestre le remarque et il le met à l'essai. Andrew fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas le décevoir. Donc c'est un film de persévérance, donc on a quand même un batteur qui a un vrai talent quoi. Et bon, il veut faire le conservatoire, il veut devenir vraiment un excellent batteur de jazz, hein, tout ça, enfin bref. Et son professeur, finalement, qui est un éminent professeur de renom et tout ce que tu veux, va le pousser dans ses derniers retranchements, mais va le pousser à bout, mais vraiment à bout, à bout. Et en fait, c'est un film qui peut vraiment perturber pour son côté un peu harcèlement. Est-ce qu'on peut parler de harcèlement? On a quand même un professeur qui est très brutal, qui est très dur. Et je peux pas spoiler non plus la fin et tout ça, donc je préfère ne pas en dire de plus, mais c'est un film qui est un film dramatique, mais à la fois
Je trouve que c'est un film qui est fascinant. C'est un fascinant, en plus c'est sur la musique, la batterie, le jazz et tout ça. C'est un film fascinant qui mérite d'être vu. Mais ça peut être un film dur, voilà, surtout un dimanche, en dimanche avant de reprendre le boulot le lendemain ou les cours. Regardez Whiplash, je suis pas sûr que ça va te motiver. C'est pas un film super inspirant pour reprendre les cours le lendemain par exemple, vu que c'est un prof tyrannique. Donc bon, c'est pas terrible. Mais ça reste un très très bon film, attention. Donc les acteurs principaux, on a Miles Taylor. Donc Miles Taylor, oui tu l'as vu dans Top Gun, qui est un film, il joue le fils de Goose dans Top Gun, hein. Voilà. Tu l'as vu dans d'autres, il a dû jouer dans les 4 Fantastiques, hein, un vieux 4 Fantastiques, enfin un vieux, qui n'avait pas eu du tout de succès, qu'ils avaient arrêté, ouais, il jouait dedans. Je sais pas, le plus vieux avec Jessica Alba. C'est un autre un peu plus récent, mais qui a fait un gros bid et je m'en ai jamais entendu parler. Mais il a joué dans un des films, Les 4 Fantastiques. Et dans d'autres, tu verras sa tête. Je suis sûr que peut-être tu as vu des films. J'en connais pas plus que ça avec lui personnellement, donc ça me vient pas en tête. On a J.K. Simmons. Alors J.K. Simmons, il est connu pour jouer le journaliste qui rigole au nez de Spider-Man dans les Spider-Man de Sam Raimi. Les Spider-Man de Sam Raimi, ouais, c'est lui, c'est le journaliste qui rigole, qui est toujours en train de rigoler. T'as même un gift animé que tu revois constamment sur les sites de X ou de Facebook et tout ça, où tu le vois rigoler comme ça en arrière. C'est l'autre, il donne des photos, il lui demande un salaire, et l'autre il se fout de sa gueule et tout ça. Et bah J.K. Simmons, c'est lui. Et je peux t'assurer que même si t'as pas vu Spider-Man, le gif où tu vois le gars rigoler, se foutre de la gueule, et bah je suis persuadé que tu vas dire ah ouais d'accord, c'est lui, ok je comprends. Donc J.K. Simmons c'est lui, et lui tu l'as vu dans à part Spider-Man et à part le gif qui est tiré du film Spider-Man de Sam Raimi, euh, j'ai pas d'autres films qui me viennent en tête, mais il a une tête connue quand même. Et on a Paul Reiser, il doit jouer je pense Paul Reiser, le père de Miles Taylor. Paul Reiser, bah, on l'a vu dans la série Dingue de toi avec Helen Hunt. Ouais, c'est ça, Helen Hunt. Une petite série qui était vraiment sympathique et qui était passée peut-être sur France 2, mais elle n'est pas passée longtemps. C'est une série qui a eu surtout du succès aux États-Unis. C'était une série, je crois, new-yorkaise, hein. C'était pareil, une sorte de série comédie romantique, série new-yorkaise. C'était assez sympathique. Moi j'avais importé en DVD la saison 1. Il y avait une VF dessus, je crois. Et waouh, c'était sympa. Dingue de toi. Et c'est en anglais Mad About You. Mad About You. Et bah, Paul Reiser, il a joué dans Aliens le Retour. Un rôle qui, moi, est emblématique. C'est pour moi le rôle le plus emblématique de ce gars-là parce que oui, il a joué dans le flic de Beverly Hills aussi, dans la saga du flic de Beverly Hills parce qu'il est, je crois il est même dans la version moderne de Netflix. Oui, c'est sûr, c'est lui. C'est le pote à Eddie Murphy. Et voilà, et Aliens le Retour, ouais, son rôle de salopard dans Aliens le Retour, voilà. Paul Reiser. Et c'est un film de Damien Chazelle à qui on doit La La Land. Bon, ça a un peu rien à voir avec La La Land, mais parce que c'est pas une comédie musicale, c'est pas une romance, mais c'est vrai que tu reconnais un peu le côté un peu sombre et tristouné, mélancolique. Le terme est plus exact, le côté mélancolique de La La Land. Tu le retrouves un peu dans Whiplash, mais avec Whiplash, t'as quand même le côté... Ouais, bon, voilà. J'ai du mal à m'exprimer ce soir, hein. Franchement, je suis un peu fatigué là. Et j'ai fait très très long. Donc voilà, bon bah on se retrouve à la semaine prochaine, hein. J'espère que tu vas trouver ton compte dans ces films-là. Évidemment, n'hésite pas bah, à donner ton avis, tout ça, ça me fait plaisir de lire tes avis, voir si t'as vu tel ou tel film, tu vois. Pour la semaine dernière, il y a eu Quand Harry rencontre Sally que je me suis rematé avec un petit verre de rosé, de Cabernet d'Anjou plutôt. Et waouh, c'est parce que même si je l'ai en Blu-ray, à un moment donné,
j'ai envie quand même de récompenser les chaînes comme France 5, tu vois, qui te passaient Quand Harry rencontre Sally juste avant la rentrée, c'est génial. Un de mes films préférés, juste avant la rentrée. Bon, moi, j'ai pas de rentrée vraiment à vivre, mais c'est, voilà, il y a un côté aussi, moi, un peu mélancolique. Euh, il y a un côté un peu nostalgique, mélancolique à regarder ce film-là avec un petit verre un petit verre de vin, toi, le petit verre de Cabernet d'Anjou. C'est vrai que c'était super agréable, quoi. Ouais, j'ai passé une soirée vraiment très agréable sur mon canapé. Voilà, je me suis fait plaisir sur un de mes conseils et j'ai passé une bonne soirée. J'espère que je sais qu'il y en a une d'entre vous qui a regardé ce film-là et qui apparemment a aimé. J'en suis vraiment ravi. Et j'espère que dans les 6 films que je t'ai proposés là, tu vas passer un bon moment. Voilà, si tu veux vraiment pas te prendre la tête, je te conseille Pearl Harbor, puis voilà quoi. Le reste est Crazy Stupid Love à la rigueur. Mais Crazy Stupid Love, il y a quand même le côté divorce, séparation, séducteur. Il y a quand même un côté un peu dramatique. Ça dépend. Ça dépend des affinités, ça dépend de ta vie, ça dépend de beaucoup de choses. Donc à part Pearl Harbor qui est un grand spectacle, pas prise de tête. Donc voilà, je vais te laisser, je te dis bah à la semaine prochaine. Bye bye.